Salut YouTube, ici Milly. Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je ne sais pas si vous verrez cette vidéo le jour de Noël, mais en tout cas elle sort le jour de Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël à vous tous et à vos proches. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Celle-ci je ne vais pas la couper, donc elle sera en entier. Elle va durer un petit peu longtemps, il me semble qu'elle dure un peu plus d'1 heure. J'espère que vous passerez un très bon moment. N'hésitez pas à faire des pauses, regardez-la pas d'un coup, organisez-vous comme vous voulez. Aujourd'hui on découvre le travail de Nicolas Petit, qui est un photographe argentique évidemment, et qui est youtubeur également. Il a une chaîne, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir son travail, il est super top. Et voilà, je vous laisse découvrir son travail et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ouais. Je pense que je vais faire un titre putaclic. Ouais. Je vais faire un titre genre j'ai interviewé le youtubeur numéro 3 de France. En photographie argentique. Venez voir, cliquez. Il se dévoile dans une interview sans concession. Instant incroyable, enfin tu vois. Oui, bonjour Nicolas. Non, bonjour Click Argentique. Non, Mia, je vais t'appeler Mia. Ouais, tu peux m'appeler Mia. Eh ben écoute, je suis très contente de t'accueillir chez moi. Pareil. Parce que tu habites pas du tout ici. Donc on a profité là que tu viennes pour qu'on puisse te parler un peu de toi, pour changer un peu. Et pour rajouter un petit peu d'interview aussi chez moi. Ok, ouais, carrément. Et écoute, comme je t'ai expliqué là juste avant, moi je fonctionne vraiment sous le principe de la discussion. Okay. Donc au bout d'un moment, je pense que tu oublieras les 46 000 caméras qui sont autour de toi. Oui, parce que là c'est assez impressionnant. Faut quand même se dire qu'on a un setup assez professionnel, je dois dire, et je n'ai pas l'habitude. Hein, il est basique, mais ouais, il est quand même pas trop mal. Et on va parler de toi, on va parler photo, si tu as envie de parler de philosopher la photo comme j'ai pu le faire avec Aurélie Redron, on peut le faire aussi. Okay. Mais sinon, on peut parler simplement de ton travail. Et voilà, de ton expérience. On peut commencer par pourquoi tu fais de la photo, peut-être ? Pourquoi je... Oh, t'attaques fort, hein, franchement, direct, question existentielle. Pourquoi tu fais de la photo ? Bah écoute, je me suis souvent posé la question. Déjà pour moi la photo, je vais peut-être commencer par là, comment ça a commencé chez moi. Bon déjà c'est les souvenirs d'enfance un peu avec les parents et tout, et puis ma mère faisait beaucoup de photos. Elle fait beaucoup moins maintenant. Et pareil à l'époque en argentique et tout, elle avait un appareil, etc. Et moi le premier contact avec la photo c'est ça, c'est d'aller chercher les pellicules avec maman au Leclerc à côté, enfin tu vois c'est vraiment ça, comme je pense pas mal de gens de ma génération. Et puis en fait après ça s'est un peu estompé, enfin c'est-à-dire que je prêtais pas attention plus que ça, voilà la photo c'était la photo, puis c'est comme la cuisine c'est la cuisine tu vois, enfin y a pas de truc particulier. En tout cas pour moi. C'est à l'occasion d'un voyage à La Réunion en 2014, donc j'ai acheté l'appareil en 2013. Que j'ai commencé à me dire, écoute Nico, tu vas dans un truc magnifique, c'était la première fois que j'allais aussi loin en plus de chez moi, c'était un truc complètement exotique, enfin, même si ça reste la France, ça reste quelque chose de complètement différent. Et je me suis dit, attends, fais pas le con, achète un truc à peu près qualitatif, n'y va pas avec ton téléphone pourri, surtout que j'avais pas d'iPhone, de trucs forcément trop bons en photo, donc je me suis dit, bon bref, achète un truc cool. Donc j'ai commencé par acheter un bridge, parce que je voulais surtout filmer. En fait, la photo est venue un peu en même temps, mais je voulais surtout filmer. Du coup, j'ai privilégié plutôt la vidéo à la photo, mais j'ai fait... Donc j'ai acheté un bridge et je suis parti à La Réunion comme ça et tout. Et en fait, j'ai kiffé quoi. J'étais là, mais trop bien et tout, je fais des photos. J'avais commencé en plus à regarder un peu à l'époque, c'était Objectif Photographe, Xavier Navarro qui faisait des tutos, l'exposition, etc. Enfin, la balance des blancs, tous les trucs. Du coup, en fait, j'avais commencé à piger les bases et j'avais compris que, en fait... c'était assez naturel pour moi, enfin, les explications en plus étaient claires et moi de mon côté je comprenais assez vite et assez bien comment ça marchait quoi. Petit à petit j'ai continué un peu avec mon bridge et en fait il se trouve qu'à l'école d'ingé où j'étais, parce que j'ai fait une école d'ingé, en fait on avait l'associatif dans les écoles d'ingé et de commerce c'est quelque chose d'assez important et on avait tout un tas de clubs et tout et le club photo venait d'être pris à ce moment-là. D'accord. Et du coup, je connaissais les personnes qui reprenaient et tout, et en fait, quelque part, ils ont un peu prolongé le goût, tu vois, de se dire, on va continuer à bosser les fondamentaux, on va faire des sorties photos, etc. Donc je me suis vite dit qu'en fait, avec mon bridge, j'allais très vite être limité et que bon, fallait au moins investir dans un réflexe pour parler de la même chose et partir sur la même base que tout le monde. Et parce que concrètement, tu peux faire de la photo avec un compact, mais c'est juste que
quand tu veux apprendre les bases, c'est vrai que d'avoir un réflexe même entrée de gamme, c'est bien parce qu'au moins tu peux tester un peu tout, quoi. Tu parles en numérique? Là en numérique, ah oui pardon, excuse-moi, ouais, là pour le coup c'était une période complètement numérique dans ma... Bah à part quand j'étais gamin, mais c'était une période complètement numérique, j'avais pas d'argentique à la maison. Et donc voilà, j'ai dû faire peut-être 2-3 ans comme ça de photos numériques, j'ai fait un peu mes armes, enfin j'ai essayé un peu 2-3 trucs. Acheter un peu de matos à droite à gauche, changer d'objectif de temps en temps, enfin voilà, bref. Un beau jour, c'était... j'ai fini par être responsable de ce club photo. D'accord. À l'école, je fais ça pendant un an, 2 semestres d'affilée je crois. Dans le club photo que j'avais des potes qui savaient qu'il y avait du matos argentique dans l'école. On savait pas trop où, il avait été plus ou moins inondé, enfin tu vois, mystérieux. Ouais, c'était un peu le truc mystérieux, genre ouais on a des agrandisseurs, tu vois, genre. Okay. Mais qu'est-ce que c'est? Et donc les mecs, et alors moi en fait à l'époque, je n'en avais rien à foutre. Enfin, tu vois, genre, les mecs, je savais que c'était des potes donc j'avais confiance, mais les mecs, en tant que responsable, je leur ai dit, les gars, vous faites ce que vous voulez. Vous vous débrouillez, moi je peux vous mettre à la rigueur un local à disposition, mais moi je gère pas ça, tu vois. Puis bon, par acquis de conscience, je me suis dit quand même, je vais aller, il faut à mon nez, quoi, tu vois, essayer de... on a commencé comme ça, donc j'ai vu qu'il y avait des agrandisseurs, qu'il y avait du matos, etc. Je savais absolument pas m'en servir. Et en fait, on a un photographe de la région qui s'appelle Daniel Novak, qui nous a proposé de faire des sessions de formation, rémunérées bien sûr. Mais du coup, c'était l'école qui payait, etc. Et en fait, je me suis retrouvé à... Pourtant, on avait fait un peu de pub, tu vois, pour que le plus de gens viennent. Et en fait, on s'est retrouvé max, on était 3, je crois. Et en fait, on avait un photographe pro qui nous a déjà aidé à remonter le matos, tu vois, à remonter tout le labo et à faire un truc à peu près propre. Derrière, il nous a appris à nous en servir. Donc, on a fait développement, tirage de lecture et tirage argentique complet, quoi. Enfin, sur papier. C'est génial. Franchement, je crois que j'ai dû passer autant de temps au labo que en cours. Enfin, clairement, tu vois, j'étudiais et en fait, dès que je pouvais, je me barrais au labo et tout. Puis c'est moi qui avais la clé du labo, donc tu vois, c'était plus facile, quoi. Il a réussi à bien transmettre sa passion. Ah mais oui, mais Daniel, il m'a transmis plein de choses. Ouais. Et donc voilà, et en fait j'avais, alors bon, on a fait plusieurs sessions, mais il m'a surtout filé les bases. Après, moi je me suis dépatouillé, essayé de faire des trucs par moi-même, et ça doit, de 2016, toute l'année 2016 en fait j'étais à fond. Je faisais développement, tirage, noir et blanc, j'étais à fond, enfin tu vois, j'en faisais, mais je passais des heures, enfin je passais littéralement des heures et tout. Moi je monopolisais la salle de bain chez mes parents ou chez mes colocs quand j'étais à l'école, tu vois. Puis au bout d'un moment, en fait je suis parti aux États-Unis mi-2017, de mars à mai. Que en numérique, j'avais un petit jetable avec moi, mais tu vois, c'était histoire de dire, voilà. Et au retour des États-Unis, je me suis dit, bon, c'est cool, t'as fait un peu le tour, t'as pas fait le tour du 35 mm, mais t'as fait pas mal de choses en 35 mm, passe au moyen format, donc là j'ai commencé à passer au moyen format, acheter de nouveaux boîtiers, etc. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai quasiment complètement arrêté le numérique, en fait, je faisais plus du tout de photos en numérique, parce que les images argentiques seules me plaisaient, et en fait, c'est pas que j'aime pas le numérique, mais je m'éclate beaucoup plus, et je trouve beaucoup plus mon compte dans les images argentiques. Et pour tout un tas de raisons, je préfère shooter en argentique. Et même si, tu vois, des fois je fais des photos studio, etc., je sais que j'ai quand même besoin d'avoir un numérique pour régler 2-3 trucs, tu vois, pour avoir quelques images numériques au cas où, quand je fais des mariages c'est pareil, enfin tu vois. Il y a quand même, le numérique n'est pas complètement absent, mais majoritairement pour de la pratique perso, le numérique j'en prends pas, quoi. D'accord, donc quand tu fais des mariages, là par exemple, t'étais venu aussi pour la session photo de couple. Ouais. Et tu as toujours quand même malgré tout un petit numérique pour assurer? Pour la session de couple, non. D'accord, c'est vraiment juste non, parce que c'est des choses qu'on peut refaire. Ok. Vraiment hyper. Oui, c'est vrai. Alors qu'un mariage, on peut difficilement dire, bon allez, on se réunit tous. Tu t'assures un backup quand même malgré tout. C'est ça. Disons que sur des prestats où, a fortiori t'es payé et je veux dire l'événement se fait pas tout le temps, tu te dis quand même si j'ai une grosse volonté de shooter en argentique, il y a quand même un moment, il faut revenir à la réalité et se dire, bon, il y a aussi des endroits où de toute façon tu ne pourras pas shooter en argentique, typiquement la mairie. Le tout premier mariage que j'ai fait, c'était la mairie de Belfort, le truc il est hyper large et en fait t'as que des fenêtres sur le côté, mais bon, même si c'est des grandes fenêtres, c'est pas non plus une baie vitrée, tu vois. Donc en fait, très vite, dès que tu vois comment évolue la lumière, dès que tu te décales de même déjà 2-3 mètres, en fait, t'as plus rien, quoi. Moi, toutes les photos de la mairie, je les avais fait en numérique. Alors clairement, c'est pas mes préférés du reportage et je crois que j'ai dû en publier aucune. Mais pour les mariés, c'était sur une presta, donc tu peux pas dire y a des photos moi je veux mettre ma patte, même à la mairie, de toute façon je m'en fous si les photos sont noires, c'est de l'argentique. Non, tu peux pas, enfin c'est pas possible de faire. J'ai quand même un peu de temps en temps du numérique. Et du coup, pour essayer de conclure un peu sur ta première question de pourquoi je fais de la photo. Non, de pourquoi je fais de la photo, en fait, déjà, je pense que mon premier pas dans la photo, c'était dans un premier temps de se dire, en fait, c'est quelque chose que je découvre,
c'est quelque chose que je comprends assez vite. Et moi en général quand je comprends les trucs assez vite, ça m'intéresse parce que je pense qu'on est comme beaucoup de monde, hein, tu comprends un truc assez facilement et tu ne butes pas dès le début. T'es plutôt enclin à continuer et à te dire bon c'est cool, je maîtrise un peu et ça veut dire que je peux aller un peu plus loin, tu vois. Donc déjà c'était plus je pense qu'au début c'était plus une phase de découverte, vraiment de se dire c'est cool, je peux faire des images. Avant je tentais plein de trucs, je faisais pas que du portrait d'ailleurs, enfin je faisais même rarement du portrait. Parce que oui, je précise, mais maintenant je fais principalement du portrait, c'est ça qui me motive en tout cas. Plus ça va en fait, plus je me suis rendu compte que la photo c'était un moyen, en tout cas une bonne raison, une bonne excuse de rencontrer des gens. De discuter avec les gens, de savoir qui ils étaient. Et moi c'est quelque chose que je me rends compte même personnellement. J'aime bien quand je rencontre des gens, savoir qui ils sont, vraiment discuter de choses de fond avec eux, pas juste rester à des choses entre guillemets superficielles, il fait beau, c'est sympa, tu vois. Tu vois, j'ai vite tendance à rentrer dans des discussions très, je sais pas comment les qualifier, mais personnel, intime. Ouais, personnel, intime, ouais. On peut peut-être aller jusque là. Ouais. C'est une bonne excuse pour moi d'utiliser un appareil photo, tu vois, quand je fais le portrait de quelqu'un. En général, j'ai un peu discuté avant. Non, mais écoute, j'ai intégré le bruit en tant que bruit de fond et ça ne me perturbe plus. Okay. Mais moi, du coup, je suis concentrée dessus maintenant. Mais après, tant que ça s'entend pas sur le micro, moi, ça me dérange pas. Mais c'est pour vous après, quoi. Tu veux que je la déplace ? Je sais pas. Ouais, mais non, elle va être perturbée, la pauvre. Laisse-la, c'est pas grave. Sinon, je la réveille et je la mets. Non, mais on n'entendait pas trop avec Aurélie. Je sais pas si tu vas entendre sur. C'est pas grave, écoute, on entendra. Ça fera partie des sons ambiants. Excuse-moi, du coup, je t'écoute. Non, c'est pas grave. Ouais, tu vois, donc, du coup, j'en discutais avec Sylvain de Mon Petit Réflexe, et lui, je sais que la photo, c'est surtout une excuse pour aller se balader, et pour aller à droite à gauche, tu vois. Ok. Et moi, c'est pas du tout le cas, c'est pas une excuse pour aller me balader. Il y a des fois, je reste pendant 2-3 semaines sans toucher un appareil photo. Mais en fait, moi, en général, je l'amène quand je sais que je vais voir des gens, ou tu vois, ou quand je vais me balader dans la rue, des fois, je me dis, ça peut être pas mal d'avoir un appareil au cas où je rencontre quelqu'un et tout. T'en as pas forcément toujours un dans ton sac. Bon, là, j'en ai 2, mais ça. Oui. T'es parti en vacances, donc c'est un peu différent. Mais par exemple, quand tu vas au boulot, quand t'es en. Alors, j'ai eu une période quand j'allais au boulot, je prenais systématiquement un appareil avec moi. Mais en fait, l'expérience m'a montré que voilà, quand j'allais au boulot, je regardais la lumière, parce que je prends le tram tous les matins, et en fait, il y a souvent une lumière assez sympa où je me dis mais va pas bosser, va faire des photos. Bon, mon patron n'est pas d'accord, mais c'est une autre histoire. Et par contre, le soir, je rentre, en fait, j'ai pas trop la tête en général à ça. Ça dépend du moment de l'année, mais il fait nuit, des fois. Bon, l'argentique de nuit, c'est cool, mais bon, faut vite un trépied, et puis c'est pas les photos que je fais, donc. Mais ouais, non, maintenant, en fait, je suis plus raison gardée, je me dis, là, clairement, tu vas faire une journée de boulot normale, prends pas d'appareil photo, ça sert à rien d'encombrer avec un appareil photo, parce que j'en ai fait des allers-retours avec un Mamiya dans le sac qui servent à rien, tu vois, ça, voilà. Mais ouais, du coup, pourquoi je fais la photo, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert petit à petit, en fait. C'est quelque chose, surtout, très important que tu découvres en pratiquant. Parce que tu peux pas, de mon point de vue, tu peux pas te dire je veux faire de la photo parce que moi je me connais et c'est ça que je veux faire. Ou alors il faut vraiment avoir un recul sur toi-même qui est assez impressionnant ou une grosse expérience de la vie et te dire ce qui me motive dans la vie c'est ça, ce que je veux faire profondément c'est ça et la photo peut m'aider. Mais dans ces cas-là en fait tu vois vraiment la photo comme un moyen d'arriver à ton but et finalement je pense que dans ces cas-là tu expérimentes pas forcément, tu vas expérimenter pour ce que tu veux faire. Mais tu vas pas forcément aller faire comme 99% des gens. Tiens, j'achète la moitié numérique, je peux faire du paysage, je peux faire du portrait. Oh tiens, si je change d'objectif, un tel objectif, je peux zoomer. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu vas peut-être pas faire si vraiment tu sais exactement ce que tu veux faire. Alors, ouais, vas-y, mange du gâteau pendant que je te pose des questions. T'as fait tomber des miettes, mais c'est pas grave, je t'en c'est pas grave, non, cache-la sous le canapé. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, qu'est-ce qui te fait... Parce que du coup, tu fais un petit peu de rue, si je comprends bien. Alors, ça m'arrive aussi, ouais. Mais c'est plus du boulot... Enfin, non, c'est pas du boulot, justement. C'est plus là où je retourne à de la photographie plus expérimentale. Enfin, expérimentale. Je m'entends, tu vois, pas professionnel, pas où j'ai envie de vendre le truc, tu vois. Une fois, j'avais fait une photo dans la rue, j'ai un pote qui me l'a acheté. Bon, c'est cool, mais je fais pas ça pour ça. Enfin, tu vois, je me balade vraiment dans la rue et si je vois des situations, des images qui me plaisent, je les prends, sans plus. Par exemple, donc là, tu nous as dit que tu faisais du mariage et des portraits. Ouais. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Est-ce que tu diriges les gens, par exemple ? Ouais, je dirige pas mal les gens. En fait, alors en portrait,
on va dire que ça dépend de la personne. En fait, j'ai quelque chose. Alors, si je devais décrire rapidement, en fait, c'est les gens, une fois que j'ai discuté un peu, je les sens. Et je sens aussi photographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à piger quand je les avais fait marrer, comment ils avaient rigolé. Qu'est-ce qu'ils avaient fait. Tu vois, par exemple, j'ai une amie, je pense qu'elle va se reconnaître si elle voit la vidéo, mais une fois, je l'ai pris en photo. Et en fait, quand elle rigole, systématiquement, elle part la tête en arrière comme ça. D'accord. Et du coup, quand tu fais ton focus, t'es dans la merde. Et donc, tu vois, ça c'est quelque chose, c'est le genre de truc, de détails à prendre en compte, tu vois. Pareil, un exercice que j'aime bien faire pour les couples, les portraits de manière générale, c'est de faire fermer les yeux aux gens. Mais t'as des gens, en fait, tu leur fais fermer les yeux, puis dès que tu leur demandes de les ouvrir, ils te font un regard de hibou, c'est pas du tout naturel. Donc en fait, ça dépend vraiment des gens, et j'ai tout un tas d'astuces où... Alors après, il y a des choses que je peux pas formaliser en tant qu'astuce parce que c'est des choses que tu vois sur le moment. Moi, j'essaie déjà de voir comment la personne fonctionne et après, j'essaie d'appliquer les quelques astuces que je connais pour essayer de débloquer et de faire des choses à peu près naturelles, quoi. Après, j'y arrive pas toujours, hein, c'est pas une science 100% exacte, hein, mais c'est un peu ma méthode et ouais, avant, je faisais beaucoup de portraits à la Sébastien Roignan, enfin, tu sais, avec les méthodes qu'il utilisait de dire, je sais pas, le mec, sur une session portrait, il faisait 500 photos, tu vois, enfin, et il en gardait 10. Mais parce qu'il déclenchait énormément, il mettait dans des situations, etc. Et ça, c'est des choses que tu peux faire en numérique. En argentique, tu ne peux pas faire 500. Enfin, si tu fais 500 photos, soit t'es vachement riche, et t'as un labo qui s'accroche derrière parce que putain, 500 photos, faut y aller. Mais voilà, enfin, je veux dire, et puis même en fait, en termes de rythme au niveau de la séance, je veux dire, tu fais du moyen format, 500 photos, tu changes 30 fois de film, enfin, 30 fois de bobine. Même plus que ça, enfin, je veux dire, dans c'est pas possible, tu peux pas faire ça. 50 fois. 50 fois. Bah oui, parce que ça en fait. Ah non, peut-être. Ouais, mais t'es à 16, t'as une quinzaine par. Ouais. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Mais oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous présenter tes appareils? Hop là. Donc j'ai celui-là, c'est le 1, je sais pas si tu veux faire un. Je le filmerai. Tu le filmeras après, ouais. Tu le filmeras après, pardon. J'ai fait un bac-S, désolé. Ouais, donc ça c'est un boîtier que j'ai acheté. Le premier moyen format que j'ai eu c'était un Mamiya 4.5 1000S, donc un truc un peu plus compact, un peu plus comme ça, sans poignée, etc. Et puis très vite en fait quand j'ai commencé à me dire que j'allais faire mes premiers mariages, en fait je me suis dit ouais je veux un truc un peu professionnel quoi, tu vois un truc. Du coup je me suis payé celui-là, et donc c'est le Mamiya 645 AF, donc comme son nom l'indique l'autofocus, qui jusqu'à présent ne m'a pas fait faux bon. Enfin franchement. Il est plutôt résistant, je l'ai cogné 2-3 fois pendant des mariages ou des prestats. Franchement il s'en sort bien, il a le dos interchangeable, ça c'est cool. Tu peux dégager le dos ici, hop là. Et donc pour de la presta et de quelque chose de professionnel en fait c'est vachement mieux de pouvoir changer de dos. Tu recharges beaucoup moins souvent et si jamais t'es parti sur un truc en couleur ou en noir et blanc, du coup tu peux changer de dos comme ça. Est-ce que du coup pour les mariages, donc je suppose que le Mamiya tu l'utilises pour les mariages? Ouais, principalement, mais pour du taf perso aussi. Ouais. Est-ce que tu le mets en mode auto? Alors non, je l'ai systématiquement en mode manuel parce qu'en fait j'ai une cellule à main. D'accord. Et du coup j'ai pris l'habitude de toujours mesurer la cellule. Après lui il a une cellule intégrée, donc en fait si en gros je fais une mesure avec ma cellule, je l'interprète en fonction de la lumière et si mon Mamiya me dit t'es à +2, +3 par exemple d'exposition, je me dis peut-être que je peux descendre un peu, tu vois, enfin Tu réadaptes un peu. Voilà, je peux réadapter. Mais en général, je le lis juste pour voir s'il est pas déconnant. Mais sinon, en soi, je m'y fie quasiment jamais. Et ouais, surtout, en fait, il a pas mal d'automatisme, tu vois, l'avancement du film est automatique. En fait, c'est vraiment plus dédié, enfin, c'est pas pour rien que c'est un appareil professionnel, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est fait pour ça. Si je veux vraiment pas m'embêter, entre guillemets, parce que des fois c'est pas une contrainte, mais m'embêter à justement devoir recharger manuellement, tu vois, être sûr de la fiabilité, en général je prends celui-là. Tu vois, je suis parti en Italie en vacances il y a un mois, j'ai pris celui-là. J'aurais pu prendre le 1000S, mais tu vois, le 1000S, il a une vue de moins par pellicule. Donc j'avais 15 péloches, okay. Je me suis dit bon c'est pas négligeable non plus, tu vois. Et puis je te dis, lui est super fiable, l'autre tu vois, il est sûrement fiable aussi, mais tu vois, je sais qu'il a 2-3 pètes à 2-3 endroits, enfin tu vois, voilà, je voulais pas l'emmener lui, et je savais que pour du boulot, où je voulais avoir un résultat qualitatif et tout, et en fait monter au maximum de ce que je pouvais faire en termes de moyen format, j'ai pris celui-là. Quand tu pars en voyage, tu prends quoi? T'en prends qu'un seul, t'en prends plusieurs? Grosse question. C'est toujours le dilemme. Voilà, disons que j'ai fait un week-end à Londres début 2019, et je n'avais pris que le Mamiya. Et je crois que j'avais pris qu'un dos aussi, enfin tu vois, j'y suis allé juste avec un appareil. Je me suis dit pour un week-end, un appareil, un objectif? Un appareil... Ou plusieurs objectifs?
Je crois que j'ai fait tout au 80. T'en as plusieurs sur le Ouais, Mamiya? ouais. En fait, j'en ai pas 12 000 en moyen format, j'ai un 80 mm. J'ai celui-là qui est autofocus et l'autre qui va sur le 1000S qui est pas autofocus. Mais c'est la même chose. C'est génial l'autofocus. Je connais pas moi. Ah bah franchement, l'autofocus en moyen format c'est pas mal. Maintenant, c'est pas les autofocus des derniers appareils photo. Le truc il va pas chercher l'œil. Hein. Oui, clairement. Tu peux avoir des petits foirés. Tu peux avoir des petits foirés. Donc le truc il fait zzz comme ça et puis en fait il t'a fait la mise au point mais non. Du coup, okay. Et bon, vu la délicatesse de faire la mise au point en moyen format, surtout si t'as pas d'ouverture, bon, il y a des fois Moi, j'ai fait confiance sur des trucs, tu vois, typiquement le portrait, j'évite. Le portrait, j'ai toujours tendance à repasser en manuel et à bouger la bague directement. Alors que tu vois, sur plus du paysage ou de la photo de rue, ouais, je m'embête pas trop en général. Tu vois, je décale, il fait la mise au point, je verrouille en demi-pression et puis terminé quoi. Ouais, ok. Donc non, il est assez efficace. Moi j'étais bluffé hein, quand j'ai eu la première fois que j'ai testé l'autofocus, ce truc fait zzz, zzz, comme ça, genre assez rapidement par rapport à d'autres appareils que j'ai pu tester, tu vois. Ton Nikon que tu m'avais montré Nikon, dimanche, alors le Nikon il est là. Il fait pareil, Alors lui il a un autofocus et c'est pareil, je l'utilise aussi pour de la presta parce que du coup il a quand même de tous les 35 mm que j'ai, il a quand même c'est quand même lui qui a le meilleur autofocus, qui est vraiment professionnel. Enfin, c'est un semi-pro de l'époque, le F100. Je sais pas si ça va s'entendre, mais attends, juste au bruit, tu vois. Là, il est au point. Là, il est au point. Ok. Et le truc, il a fait tac tac. Tu vois, genre, et j'ai pas eu à revenir. Rapide, il est hyper rapide. Ouais. C'est chouette aussi pour les mariages. C'est ça. Ces deux-là, c'est les deux boîtiers que tu utilises pour les mariages. C'est les deux en mariage, ouais. Avant, celui-là, j'ai jamais encore utilisé en presta. Enfin, en presta mariage, je veux dire. J'utilisais un F801S que j'avais. Mais pareil, l'autofocus, il était pas aussi performant. Okay. Il était même souvent dans les choux. Enfin, il patinait beaucoup. Du coup, j'ai racheté le F100 auquel j'ai mis le 50. Mais ouais, lui, il est redoutable. Enfin, moi, des fois, je l'utilise. Pareil, quand je pars en vacances avec des copains et tout, je peux amener celui-là aussi. Des fois, je laisse le moyen format. Je fais pas que du moyen format. Et ouais, lui. Ça fait un sacré poids quand même. Ouais, mais même lui, tu vois, je veux dire, lui, il est quand même fat aussi. Hein. Il pèse son poids. Quoi. Mais t'as plusieurs batteries, hein, c'est ça? Il y a plusieurs batteries dans le grip? Alors, en fait, t'as 6 piles. Dans le grip comme le moyen format. Donc en fait en termes de piles il est lourd pareil. 18 LR6 des double A. Ah non, des LR6 ok. Ouais. Par contre ce qui est un ça peu va, bête. Je m'attendais à moins lourd quand même. Par contre lui je sais qu'il est badass, je me rappelle. Mais je m'attendais à le plus lourd. Mais il est beau en plus, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Hein. Il est sympa. Après normalement il se vend aussi sans. Quand tu regardes le manuel, il se vend sans grip. Mais en fait le mec qui me l'a vendu, il avait pas la trappe en dessous. Du coup j'étais obligé de mettre le grip. D'accord, ok. Donc en fait celui-là il pourrait être plus compact potentiellement mais j'ai pas la trappe de tout. Et la batterie par exemple elle te fait tout le mariage? Ah tu l'as pas encore essayé? Non je l'ai pas testé mais oui je peux, sans l'avoir testé oui je peux t'assurer que la batterie fait tout le mariage parce que ça fait un moment que j'ai pas changé les piles sur celui-là. Bon, après si c'est juste des piles c'est vrai que tu peux te recharger tranquille. La photo de la séance coupe que j'ai fait en venant à Lyon là, j'arrive, je pose mes affaires, je démarre mon boîtier, batterie qui clignote. Genre plus de batterie. Bon bah tu changes les piles, mais tu vois heureusement que j'avais prévu parce que je serais arrivé comme un con dans les futurs mariés et c'est mort. Donc ça c'est du 35 et ça c'est du 120. Du 35, du 120, donc en 4,5-6 en termes de format. J'ai pas de boîtier, enfin on m'en a prêté des formats plus importants. J'ai le Kiev, ouais. J'avais vu la vidéo. Le Kiev, ouais, il est mortel le Kiev. Il est badass celui-là. Moi le Kiev, ce que je kiffe avec lui, c'est que c'est le bruit du rideau. Parce que déjà sur celui-là, t'as un bruit assez sympa quand tu le déclenches, mais alors sur l'autre, ça fait vraiment un schlack. Ouais. Tu vois, un vrai bon truc, tu vois. C'est ça que j'aime pas d'ailleurs, j'ai testé. La Selblad, il fait un bruit trop beau aussi. Ah d'ailleurs, faudra que je te le montrerai. Je suis assez bourrin de ce côté-là, c'est-à-dire que j'aime bien les boîtiers qui font du bruit, quoi. Vraiment le truc où t'as le gros schlack, tu vois. Un peu lourd parce que généralement c'est les boîtiers. Voilà, les boîtiers un peu lourds et tu vois par exemple j'avais testé une fois, mais ça m'est vraiment arrivé une fois dans ma vie, j'ai testé un Leica rapidement mais tu vois 5-10 minutes et en fait juste le fait de déclencher et d'entendre un clic. Et j'étais là et je fais mais je m'attendais. Ah mais j'étais méga frustré, j'étais là, moi je m'attendais à un truc de fou, Leica, machin et tout. C'est vrai, tout le monde en parle. Et ouais, et en fait j'ai appuyé sur le bouton et j'entends rien, je fais bah il fonctionne ton machin là. Il est réputé pour ça, pour sa discrétion, après, voilà, pour les photos de rue, des choses ouais. comme ça. Donc je pense qu'il a ses avantages, mais après voilà, si on. C'est juste un feeling. Après demain tu me dis tiens je te vends un Leica 200 €, je te l'achète, y a pas de problème. Voilà. Mais Guillaume Ducreux que j'avais interviewé, il m'a raconté comment il a eu son premier Leica et il l'a eu à 100 balles ou 200 balles. Il y a des choses comme ça. Mais c'était une très belle histoire, je te conseille de regarder son interview parce qu'il raconte
Il raconte les choses assez joliment, je trouve. Okay. Et sinon après, pour terminer un peu là-dessus, j'ai pas mal de boîtiers chez moi. En tout, j'avais fait le compte, j'en ai 15 numériques argentiques confondus. Ok. Mais sachant qu'il y en a 15, sachant qu'il y en a 5 qui sont pas à moi. Donc déjà tu réduis à 10. T'en as pas beaucoup alors. Donc en fait j'en ai pas tant que ça. Enfin tu vois, la dernière fois on m'a posé la question, j'ai dit j'en ai 15, les mecs ils m'ont fait mais t'es un malade. En fait non, quand tu réduis, t'enlèves 2 boîtiers numériques, le D3100 que j'ai depuis des lustres et un A6000 que j'ai acheté juste pour faire mes vidéos principalement. Et donc t'en enlèves 2 déjà, et après il en reste 8. Mais sachant que dedans, t'as des boîtiers, des trucs que j'ai récupérés, j'ai un Zénith qui est absolument pas fonctionnel, j'ai un Zénith que j'ai pas utilisé depuis, tu vois, que j'ai acheté quand j'ai recommencé l'argentique. Enfin... Ah, il était pas mal, il était pas mal. Moi, ça m'a un peu perturbé. Mais... Et ouais, j'ai quoi d'autre? Un 1000S, j'en ai un deuxième comme ça, au cas où. Oui, tu m'avais dit. Je me souviens, tu m'avais dit. Au cas où. Ouais. Mais en vrai, je l'ai quasiment jamais utilisé. J'ai un Pentax quand même, un Spotmatic SP. D'accord. Je vois pas ce que c'est, mais je vais le mettre en image. Avec les objectifs Takumar. J'ai un 50 Takumar 1.4. D'accord. Et un qui est très bonnes optiques. Et un 24 aussi, Takumar F2.8 je crois. Et en plus c'est un combo qui s'achète pour le boîtier plus optique, t'en as pour 200 balles, mais c'est des trucs... c'est propre bête, quoi, c'est de la bonne cam. Et moi j'adore le déclencheur du Spotmatic. Il a une petite forme un peu arrondie comme ça. Et en fait, il est hyper agréable à tourner et tout, ça grippe pas et tout. J'ai un appareil que j'ai acheté juste pour ça. Ah ouais? Juste pour le bruit, je te montrerai. Mais il est tout petit, il paye pas de 1000, mais juste pour le bruit. Il était trop beau. Mais c'est ça qui est bien avec l'argentique, tu vois, c'est que on peut parler pas mal de matos, pas que, mais on peut parler pas mal de matos. Et c'est vrai que je trouve que t'as une diversité par rapport au numérique actuel. C'est assez impressionnant, ouais. Et en fait, tu vois, il y a pas longtemps... Ah si, il y a un boîtier qui est pas à moi, mais que je vais rendre bientôt, qui est un boîtier panoramique. Je crois que tu avais vu la vidéo aussi, et c'est un truc en fait où t'as l'objectif en fait qui tourne comme ça, et ça fait un angle de 120 degrés. Horizon, non? C'est le Horizon, le Horizon Pro S3 de Lomo. En fait, le machin il est tout en plastique, tu te dis. En plus, je l'ai fait tomber, je l'ai raflé un peu. Mais le truc il est tout en plastoc et tout. En plus, il est tout léger. Enfin, clairement, dans ton sac, tu le sens pas quoi par rapport à celui-là. Moi, j'avais fait des photos, j'étais impressionné déjà de la qualité optique, parce que c'est pas dégueulasse. Alors que l'objectif est en plastoc aussi. Hein. Alors, normalement, ils sont tous en plastoc, mais il y en a certains qui sont en verre. J'ai pas été regarder, mais je crois que l'optique est pas dégueu non plus. Enfin, ils ont mis un truc qui est pas pourrave. Ouais, je pense qu'elle est en verre. J'ai pas checké, mais je pense qu'elle est en verre. Par contre, après, tu vois, tout le mécanisme et tout, oui, c'est du plastoc. Enfin, clairement, je trouve ça dingue. Et même l'intérieur, tu vois, quand tu charges le film et tout, toutes les roues, c'est du plastoc. Enfin, c'est pas des trucs, tu vois, aussi quali que d'autres appareils. Et c'est un appareil qui se trouve, je crois que j'avais vu sur eBay, il se trouve entre 100 et 200 balles, tu vois, une grosse fourchette, mais grosso modo tu peux le négocier facile, enfin, tu vois, tu peux trouver des trucs vachement intéressants. Et c'est ça que j'aime bien aussi en argentique, c'est que tu vois, t'en as plein en numérique qui se targuent sur le matos, ah oui, mais celui-là il est plus piqué, machin et tout. Je te parle de boîtiers où tu changes carrément les formats, où tu peux avoir des trucs complètement bizarroïdes, où ta façon de shooter n'est plus la même. Mais t'as certains fabricants qui... C'est vraiment pas les mêmes approches. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, comme je le disais dans une interview, je comparerai jamais le numérique et l'argentique sur ma chaîne parce que... Il faut pas, c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout les mêmes approches, c'est pas les mêmes outils, C'est ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors, moi, je le ferai pas, mais après... je crois que c'est la vidéo de ma chaîne qui a été le plus controversée. Parce qu'en fait, j'ai dit, je compare un... Comment ça s'appelle ? Je compare un moyen format argentique avec un boîtier numérique. Et en fait, en gros, je compare un APS-C numérique avec un moyen format. Évidemment, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, oui, je le sais, je suis pas... Tu vois, mais j'ai pris plein de commentaires en me disant, mais ce que tu compares, en fait, ça sert à rien parce que tu compares pas des choses qui sont comparables. Ce que je peux entendre, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais l'idée, c'était juste de dire, bah voilà, j'ai shooté à peu près la même scène avec un boîtier argentique et en moyen format, avec un boîtier numérique, on regarde juste c'est quoi les différences. J'avais pas, tu vois, je pense que c'est le titre qui est mal compris, tu vois. Je pense que c'est, non, il y a des trucs, faut pas rigoler, quoi, tu vois, c'est... non, il y a des choses, si tu fais pas bien, les anciens qui te... Non, mais après, le tout de la critique, c'est juste... Moi, je considère qu'une personne qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai expliqué ou ce que j'ai dit, tant qu'elle me le dit poliment, et qu'il n'y a pas de véhémence, enfin tu vois, il n'y a pas de t'es trop con ou t'es machin, il n'y a aucun problème. Moi franchement, je suis loin d'être un spécialiste en argentique, il y en a qui ont 40 ans d'argentique, voilà, et je suis pas là pour leur faire la leçon. Donc en fait, l'idée c'est absolument pas de dire moi je sais, vous savez pas, tu vois. Moi ce que j'aime bien aussi dans les commentaires YouTube, c'est que les gens ils vont venir derrière
te dire ouais mais là moi j'aurais plutôt fait comme ça, là ce que tu fais, tu peux toujours faire ça et tout. Et moi je me mets toujours dans la peau et je pense qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui me regardent, de gens qui découvrent l'argentique, qui tapent juste photo argentique sur YouTube, qui tombent sur mes vidéos un peu par hasard ou celles d'autres youtubeurs argentiques, et qui en fait du coup voient une vidéo sur le développement noir et blanc, j'en sais rien, tu vois, il y a peut-être des choses dans le développement noir et blanc qu'il y en a d'autres qui feraient pas comme moi. Mais mon gars, mets-le en commentaire, tu te dis moi je fais plutôt comme ça. C'est exactement comme des forums, et du coup tu peux te faire l'expérience comme ça. Et c'est pas parce que t'as un mec qui a fait une vidéo qu'il a absolument valeur de raison. Et, je suis entièrement d'accord avec toi. Et les commentaires font partie de la vidéo, surtout sur des vidéos techniques. Ouais. Tu vois, parce qu'à la rigueur, tu vois, je présente un boîtier, je mets à disposition le manuel, je dis vite fait ce que j'en ai pensé et comment il fonctionne. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais tu vois, sur des techniques argentiques, sur des trucs plutôt chimiques, etc., je suis pas chimiste à la base, hein, donc une personne qui va me dire là tu fais gaffe, tu devrais quand même mettre des gants parce que c'est un peu le con. Clairement, c'est un truc qu'il faut qu'ils mettent en commentaire, faut limite l'épingler et le mettre bon les gars, j'ai fait le con, j'ai pas mis les gants, mais mettez-en quoi, tu vois. C'est comme moi quand j'avais fait du cafénol et que je mettais un masque à gaz, je suis sensible au je l'ai précisé pour pas que les gens commencent à dire oh mais c'est n'importe quoi, un masque à gaz, y a pas besoin, tu vois. Du coup vaut mieux, mais j'aime bien YouTube pour ça, parce que ça ouvre aussi à la discussion. Mais quand c'est des commentaires constructifs, comme tu dis. Après, quand c'est des commentaires qui sont négatifs et qui ne sont pas justifiés ou expliqués, c'est frustrant parce que du coup, t'arrives pas à savoir où était le problème. Ouais, mais tu vois, moi, ce genre de commentaires, en fait, je les considère même pas. C'est-à-dire qu'en fait, limite, je leur réponds avec condescendance ou tu vois, moi, en vrai, faudrait pas faire ça. Non, mais faudrait pas faire ça sert à rien, mais. Moi je peux pas m'empêcher d'aller mettre un taquet au mec qui tu vois, juste te respecte pas en fait. Parce que... T'as ta chaîne depuis combien de temps? Parce qu'on parle de ta chaîne depuis tout à l'heure et j'ai même pas dit que tu avais une chaîne YouTube. C'est vrai, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nicolas Petit, qui est éponyme, je suis pas... En fait c'est juste la chaîne qui était liée à mon compte Google. D'accord. Et en fait à la base, en fait j'avais un blog qui a un nom imprononçable, warncherryrock.fr. Si t'arrives à savoir comment ça s'écrit juste en l'entendant, bon courage. Le blog, j'en ai fait pendant un moment parce que à l'époque j'avais envie de tester comment on faisait les sites internet, machin. Puis en fait je me suis dit que ça pouvait être cool d'écrire des articles, donc j'ai écrit des articles. Sur la photo du coup? Pas forcément, pas au départ. Okay. Et au départ je faisais des critiques ciné et tout, je faisais des trucs mais ça partait dans tous les sens, tu vois. Je n'avais aucune ligne éditoriale quoi, c'était vraiment un blog personnel. Et petit à petit en fait je fais des articles et puis je commence à... En fait, le blog évolue aussi en fonction de ma pratique. Si tu regardes ce que je faisais avant, il y avait 2-3 critiques ciné, des sorties que j'avais fait. Maintenant, c'est que des trucs sur la photo. Donc, tu vois, ça a évolué avec moi. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ça arrivait genre faire fin 2017, quelque chose comme ça. Je commençais à faire de plus en plus d'articles sur la photo, mais tutos. D'accord. Et en fait, je commençais vite à être limité juste dans du texte, et je me suis dit, bon, faire une vidéo, c'est quand même un peu plus sympa. Et forcément, je les hébergeais sur YouTube parce que mon site n'a pas une solution d'hébergement de fou. Et si je commençais à mettre des vidéos en 1080, tu vois, vite le serveur allait être saturé. C'était en quelle année ça? Parce que c'était ton voyage à La Réunion aussi. Ouais, mais alors ça, tu vois. Vu que tu m'as dit que ça t'avait plu de filmer. Ouais, mais alors lui, en fait, tu vois, j'en avais fait un article sur le blog, mais j'en avais fait un film aussi, etc. Mais c'est des choses qui sont vachement anciennes, entre guillemets. C'était en 2014, c'était il y a vraiment longtemps, enfin entre guillemets vraiment longtemps, tu vois. Mais le moment où je me suis dit vraiment, allez, je me mets sur YouTube vraiment et je fais des vidéos, j'essaie de les faire régulièrement, grosso modo c'est fin 2017. Donc la chaîne a 2 ans quoi, grosso modo. Et ouais, et du coup au fur et à mesure je me suis dit fais des vidéos pour expliquer les articles, donc je me tapais le taf de faire la vidéo et le taf d'écrire un article, jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps, jusqu'à cet été en fait. Et cet été, je me suis dit, de moi-même, j'ai complètement lâché le blog. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier article, il date de mi-août, quelque chose comme ça. Et tu t'es dit maintenant, YOLO, je fais les vidéos. En fait, ouais, j'ai envie de faire plus que ça, quoi. Parce qu'en fait, je me rends compte, j'en ai discuté avec quelqu'un qui fait du blogging, mais qui est beaucoup plus performant sur ses articles de blog que sur sa chaîne YouTube. Parce que historiquement, il avait un blog qui tournait, etc. Il a beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus de trafic en fait sur son blog. Et lui me disait, non, mais en fait, maintenant, pars sur du YouTube. Parce qu'en fait, les blogs, ils sont beaucoup moins consultés. Après, j'ai quand même encore des vues sur mon blog, hein, c'est pas ça le problème, je suis à peu près bien référencé et tout. Quand tu tapes des trucs très spécifiques sur l'argentique, t'as des chances de tomber sur mon blog. Mais le truc, c'est que le nom parle à personne. À la base, c'était un blog personnel qui a évolué avec moi.
Mais la chaîne, vraiment, tu vois, c'est un hasard qu'elle s'appelle Nicolas Petit, mais c'est parce que c'est lié à mon compte Google, en fait, c'est juste ça. Et au final, quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit, mais ça sert à rien de trouver un nom évocateur vis-à-vis de l'argentique. Nicolas Petit, c'est très bien. Enfin, tu vois, les gens, ils vont pas aller chercher. Tu vois, t'as des gros youtubeurs. Le premier qui me vient, c'est Olivier Schmitt, qui fait de la vidéo plutôt, tu vois. Ah, mais il y a marqué Olivier Schmitt. Il s'appelle Olivier Schmitt. Il n'y a pas de, tu vois. Et c'est et finalement, tu t'enlèves pas mal de problèmes à faire ça. Enfin, sauf si t'as vraiment une idée en tête. Je sais que t'as une chaîne qui s'appelle Click Argentique, donc je vais pas dire. Non, mais t'inquiète pas, je le prends pas du tout. Mais voilà, j'ai pas cherché à créer une marque autour de ça. Ou ok, c'est moi qui fais des vidéos et si jamais dans 10 ans, si je fais plus de photos, bah peut-être que ma chaîne me servira à faire d'autres choses. Ouais, bien sûr. Si je me découvre, on parlait de la cuisine tout à l'heure, si je me découvre une passion culinaire et que j'ouvre une chaîne YouTube sur la cuisine, bah, ça sera toujours Nicolas Petit ou Nicolas Petit Cuisine, tu vois, j'en sais rien, mais. Enfin voilà, donc du coup je l'ai laissé avec Nicolas Petit et ça date de fin 2017, c'est ça. Avec une vidéo toutes les semaines à peu près, à 2-3 ratés près. T'arrives à t'y tenir? J'arrive à m'y tenir, mais ça prend du temps. Ça prend chaud, clairement du temps. Ouais. Bah, vu que je bosse en plus toute la semaine, en fait, bon, si j'ai un petit montage à finir en rentrant du boulot, c'est pas grave. Si j'ai toute une vidéo à faire, filmer, etc., clairement je m'y lance pas après une journée de taf, quoi. Donc en général je fais ça le week-end et voilà, et ça me bouffe une bonne partie du week-end, quoi. Moi j'avais estimé ça me fait à peu près une journée de boulot complète par semaine. T'arrives pas par exemple à prendre un petit peu d'avance dans tes uploads sur YouTube? C'est rare que ça m'arrive. En général si je prends de l'avance, c'est j'ai une vidéo en avance d'une semaine. Mais rarement plus. D'accord. Je crois que le max que j'ai fait c'est 3 semaines parce que je savais que j'allais être en vacances et tout, et du coup en fait j'avais planifié les vidéos en conséquence. Quand je dis en vacances, c'est loin de chez moi, quoi. Ah ouais, par contre c'est stylé, hein. T'es là, t'es chez toi, là, t'es posé sur ton téléphone, tu fais ah ma vidéo va sortir et tout, tu dis ah y a rien à faire. J'avoue, c'est plaisant. Là le plus gros que j'ai fait c'était 4 semaines d'avance, mais bien. Ça part trop vite. Bah oui, au bout d'un mois si t'as rien renouvelé, c'est clair. L'avance, si tu l'as créé mais que tu l'entretiens pas, tu la perds, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de lancer cette chaîne? Enfin, outre le fait de passer du blog et de vouloir plus expliquer, c'est vraiment ce côté passionné de vouloir partager? Ouais, en fait, j'ai toujours eu ce côté de... quand je découvre un truc, j'aime bien en parler aux gens. D'accord. Et du coup, en fait, c'est né de ça. Mais même le blog à la base, en fait. Le blog à la base que j'avais, en fait, c'était... bah tiens, je suis allé voir tel film, j'en ai pensé ça, et après il n'y a rien de très original, mais je me suis souvent posé la question, et je pense qu'au bout de 2 ans à faire des vidéos sur YouTube, je pense que c'est vraiment ça qui m'anime, parce que sinon j'aurais arrêté. Oui, surtout que c'est pas pour l'argent que tu Ah bah clairement, vu le nombre d'abonnés, et, tu vois, je crois que... T'en as combien aujourd'hui? Je suis à 1500. Grosso modo, 1500, et j'ai passé les 1000 en avril. Donc tu vois, grosso modo, je dois être à 1000 abonnés par an. Après, voilà, je suis conscient que la niche de l'argentique, même sur YouTube, taperas jamais des nombres d'abonnés qui vont taper comme ceux de la photo, ou tu vois, certains qui ont atteint les 100 000 abonnés. Enfin, c'est pas du tout l'objectif, tu vois, moi, c'est plutôt l'idée de créer une petite communauté autour de ça. Moi, me donner de la visibilité, forcément, parce que derrière, pourquoi pas vendre des workshops ou quelques formations, et éventuellement, tu vois, me mettre en avant aussi sur des prestations que je pourrais faire. Après, j'en parle pas tout le temps sur la partie professionnelle. Les workshops, je commence à y réfléchir de plus en plus, me dire, surtout en présentiel, en fait, ça qui m'éclate, parce que faire une formation en ligne, je trouve qu'à l'heure actuelle, t'as quand même beaucoup de contenu en ligne, souvent gratuit, où en fait, tu vas retrouver quand même pas mal d'infos si tu veux déjà partir sur quelques bases. Après, moi, je sais que je commence à avoir besoin de formations vraiment payantes. Parce qu'il y a des sujets sur l'argentique que j'ai envie de creuser, des sujets sur la lumière, des sujets, tu vois. Mais en fait, déjà, quand tu veux te lancer et que tu veux te former, t'as déjà énormément de choses gratuites. Bah, même YouTube, YouTube en soi, déjà, tu peux apprendre déjà plein de trucs. C'est ça. Je pense au mec qui a sa chaîne qui s'appelle La Photographie Argentique. Ouais, c'est ça. Il explique des tonnes de choses. Alors clair. Là maintenant il publie plus, mais son contenu il est juste génial, quoi. Je passe souvent le voir. Bah tu vois, il y a un truc tout con. Moi au tout début je connaissais pas, j'ai pas honte de le dire. Tu sais les codes sur les pellicules. Code DX. Je connaissais pas ça. Bah non, je connaissais pas ça. Bah figure-toi que moi non plus je l'ai pas. Ça fait un moment que je le sais, mais quand j'ai commencé l'argentique je connaissais pas. J'avais vu, tu vois, qu'il y avait des carrés machin, mais je savais pas que l'appareil. T'es capable de lire. Voilà, c'est ça. Parce que moi j'utilisais que des manuels, des vieux machins, enfin j'ai jamais eu de trucs avec des pins, et du coup, bah voilà. Ouais, non, mais il y a plein de trucs. Et c'est lui qui m'a appris ça. Il y a plein de trucs que j'apprendrais, Mais tu l'avais rencontré en vrai ou tu l'avais... Ah non, du tout. Non, sur la vidéo. Okay.
Ouais, moi c'est pareil, en fait c'est pas compliqué, tu tapes développement argentique noir et blanc sur YouTube, c'est sur sa vidéo que tu tombes en fait, parce que le mec il a dû faire la vidéo au moment où personne faisait de l'argentique sur YouTube. Ça date, hein, elle date de 5 ans la Mais c'est plupart ça, de ces vidéos, 5 ans, mais tu vois, Baptiste de MGK, je crois que sa chaîne elle doit avoir... je crois qu'il l'a lancé 1 an avant moi, il me semble. Hein. Ouais. D'accord, ouais. ok. En fait, je pense qu'il a... Là, je suis à peu près la progression qu'il a eue sur sa première année et demie, je pense. Là, par contre, il décolle bien. Ouais, il décolle bien. Et ça, c'est cool. Après, et tu vois, lui, c'est assez récent. Enfin, tu vois, et en termes d'abonnés, maintenant, il est au-dessus. Ouais, il explose, hein, parce que moi, quand j'ai commencé à le regarder... qui lead l'argentique français. Mais c'est pas mal, parce que chaque youtubeur en photographie argentique, il n'y en a pas 50, enfin, toi, tu dois être 3ème, je pense, parce qu'il y a Thomas App juste après. Ouais, il y a Thomas App, il y a Exploration, quand même, Raphaël. Ouais, ça fait un moment qu'il a pas publié, il y a Traitement Croisé. Traitement Croisé, oui, aussi. Jules, mais c'est pareil. Il en a moins que toi maintenant. Ouais. Il en a moins que toi. Mais tu vois, c'est pareil, Jules il publierait régulièrement, il montrait en flèche aussi. Je pense, ouais, bien sûr. Jules a eu une grosse progression. Hein. D'ailleurs, il a lancé sa chaîne avant au moment où je commençais à me décider de me dire est-ce que je lance ma chaîne. Et il a failli, je l'ai déjà dit, mais il a failli me faire ne pas le faire en fait. C'est-à-dire, en fait, je voyais son contenu. J'étais là, mais c'est trop classe. C'est pas... ouais. Mais non, mais en fait, c'était quasiment exactement ce que je voulais faire. C'était propre, le contenu était lisible, au niveau de l'éclairage, c'était propre, le contenu était clair, tout était nickel. Il mettait la pointe d'humour quand il fallait, c'était pas une folie de montage, mais c'était déjà un peu plus travaillé que ce que moi je fais. Et en fait, quand il a fait ça, j'ai fait « Oh bah merde, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y aille ?» tu vois. Et puis bon, en fait, tu comprends assez vite que c'est en fait finalement chacun a ses choses à dire. Alors forcément, tu vois, entre la vidéo de développement couleur de Baptiste et ma vidéo à moi, alors on n'a pas tout à fait la même technique d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais tu vois, le titre est exactement le même, on va parler à 90% de la même chose. Après, je trouve que chacun a sa patte, et chaque youtubeur, et c'est chouette, parce qu'il n'y a pas de, tu vois, de copie des uns des autres. Traitement Croisé, il a sa marque de fabrique. Façon de faire aussi. Thomas App, il a sa marque de fabrique, MGK pareil, toi pareil. Tu vois, notamment avec tes retours en images, c'est des choses qu'on trouve pas... qu'on trouve pas spécialement sur le YouTube France, donc c'est cool. Moi, avec les gens qui regarderont cette interview savent aussi. Et ouais, j'avais trouvé que ta chaîne elle a un côté un peu différent, un peu décalé, un peu particulier justement en fait. Mais particulier dans le sens positif. C'est voulu, hein, c'est voulu. Dans le sens positif, c'est-à-dire te dire tiens, il y a vraiment une originalité quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se démarque, tu vois. C'est voulu, je voulais pas du tout avoir une posture, tu vois, prof, ou je voulais vraiment que ce soit éducatif, ludique, et accepter les accidents, les choses comme ça, notamment avec le vlog argentique. Tu les verras, mais tu verras, je galère. Mais parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de tirage et je galère vraiment. Mais je suis super contente parce que ça a été super bien accueilli. Et je pense que ça fait du bien aux gens aussi de voir l'envers du décor. De voir que non, une photographie on la fait pas hyper simplement. On n'a pas tu n'as pas répondu à ma question. J'ai pas répondu à ta question, c'est étonnant ça. Quand tu pars en vacances, qu'est-ce que tu prends comme appareil photo? Ah oui, effectivement. Ça dépend du voyage et de la longueur en fait. Et ce que je veux y faire. En général, quand je vais dans un endroit, je sais à peu près comment je vais voyager. Et comment je vais voyager, ça va déterminer un peu qu'est-ce que je vais prendre comme matériel. Typiquement, je suis pas sûr que si j'avais fait par exemple un mois aux États-Unis, j'aurais pris un moyen format. Ou alors j'aurais essayé de voir s'il n'y avait pas des moyens formats plus légers ou plus compacts, ou tu vois, essayer de voir si je pouvais pas faire autre chose. Je fais juste une parenthèse pour l'aéroport. Quand tu prends l'aéroport, tu fais comment pour tes pellicules? Ah, excellente question. Au moment où sortira cette vidéo, j'en aurais probablement déjà parlé au salon de la photo, puisque je fais une petite conférence sur... pas sur les pellicules en voyage, mais presque la façon de voyager en argentique et comment on voyage en argentique. Grosso modo, dans les grandes lignes, en fait, dès que je peux, j'évite de passer sur Rayon X. Maintenant, si on m'y contraint, de toute façon, je peux pas faire grand chose. Ce qui est sûr, c'est que mes pellicules ne vont jamais en bagage en soute, parce que là, tu les flingues dans tous les cas. Il y a des articles, si tu tapes ça sur Google, t'as des articles très bien faits de Kodak. Nation Photo, je crois, a fait un article sur le sujet. Kodak avait fait des tests. Moi, du coup, j'en avais fait une vidéo parce que j'avais été fouiller un peu le sujet, et il y a des mecs qui avaient fait des tests te disant qu'en gros, une pellicule portera 400 ISO, tu pouvais la mettre
jusqu'à je sais plus 36 fois en passage sous le rayon X avant que vraiment ça se voit. D'accord, ok. T'as quand même pas mal d'éléments sur internet qui sont vachement intéressants, les effets aussi que ça peut faire, parce que ça voile complètement ton négatif, parce que ça fait une sinusoïde, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. J'évite vraiment de les passer. Après tu vois, au voyage en Italie, j'étais deg parce que quand je suis arrivé à l'aéroport de Milan, donc en fait j'avais fini tout mon road trip, ça faisait une semaine que je voyageais et tout. J'arrive à Milan, j'avais tout mis dans un petit sachet. Parce que là j'avais beaucoup de films, donc du coup je me suis dit je vais pas galérer à tous les sortir un par un, ça va faire chier les douaniers. Du coup j'avais tout mis dans un petit sachet avant de passer la douane. Je tends le truc au mec, je dis excusez-moi, c'est des produits photosensibles, je veux pas que ça passe au rayon X. Et le mec me dit non c'est bon, tranquille ça passe. Et en fait j'ai eu à peine le temps de lui dire ouf qu'en fait il a déjà pris mon sachet et qu'il l'avait foutu sous le rayon X. C'est presque ça, je te raccourcis la scène mais globalement c'était ça tu vois. Bah j'étais un peu vert parce que quand je suis ressorti j'étais clairement deg parce que je me suis dit mais là il y a 17 péloches qui viennent de passer sous rayon X. Je peux concevoir que tu vois sur des petits week-ends et tout que une ou deux passent, bon c'est pas grave tu vois. Là j'avais 15, si le truc était mal réglé, voilà. Il se trouve que ça apparemment ça n'était pas très bien réglé parce que j'ai eu des problèmes sur mes négatifs. Okay. J'ai eu des. Alors qui se voient pas trop, donc ça va, j'ai quand même de la chance. Et 95% des images n'ont rien. Donc du coup c'est cool. Rien de rien. Ah tu vois rien, non vraiment tu vois rien. Mais ce qui est inexplicable c'est que t'as certaines images qui du coup ont une sinusoïde, mais il n'y a aucun lien entre les images. Pour moi, toutes les pellicules sont passées de la même manière en fait, sous les rayons X, donc je me dis, je vois pas pourquoi... Mais elles étaient différentes peut-être. Non, c'était toutes les mêmes péloches. Il y a une péloche, c'était pas la même, mais c'est tout. Tout le reste, c'était des bobines de Peut-être la méthode de conservation, peut-être ça peut dépendre de plein de choses finalement. Je sais pas. Si tu l'as gardé par exemple dans ta poche une après-midi ou... Ouais, non, parce que la sinusoïde, c'est vraiment qu'il y a un rayon qui est passé quoi. J'aurais eu un voile complet sur mes photos, je me serais dit ouais, là c'est peut-être une histoire de conservation. Mais là tu vois clairement une vague en fait sur le truc. Donc bon, quand on m'a dit ça, avant qu'on m'envoie... En fait, on me l'a dit avant qu'on m'envoie les photos. Et j'étais vert quoi, je me suis dit mais je vais avoir 75% de mon voyage qui va être flingué. C'est trop bizarre parce que moi je ne savais pas du tout que parce que vu que je voyage pas je savais pas du tout, j'ai pris l'avion 2 fois dans ma vie. Je savais pas du tout que ça flinguait les pellicules. On est parti au Portugal il y a 5 ans. Et j'ai ramené je sais pas peut-être une dizaine de pellicules, j'ai fait beaucoup de Mochino. Et du coup le Mochino ça fait 20 secondes de film donc tu ramènes un paquet de pellicules. Et moi je les avais pas sortis ni rien. Et alors soit ils l'ont fait eux. Soit je sais pas, j'avais pas de bagage en soute par contre, c'était un bagage en main mais ils l'ont passé quand même. Après c'était sensible ou pas comme film? Bah moi les films que j'utilise le plus c'est HP5, FP4 donc de chez Ford et... Ouais mais sur ce voyage là en particulier. Ah bah c'est celle que j'avais, c'est Kodak. C'était du 400 maximum en termes d'ISO. Parce que normalement 400 c'est quand même capable d'encaisser je veux dire. J'avais du 125, du 400 et peut-être même du 50, je sais plus. Et j'ai pas eu d'incident. Après la Mochino en elle-même, elle fait des images très marquées, mais j'ai pas eu de sinusoïde ou un truc comme ça. Bah tu vois, moi j'ai fait 3 mois aux États-Unis, je dis mi-2017, et j'avais un jetable avec moi. Donc avec une pellicule chargée dedans quoi, tu vois. Et pendant 3 mois, à chaque fois qu'on allait dans un musée un peu chaud, etc., où t'avais des contrôles de sécu, machin, je le passais pas à part. À chaque fois, il passait sous les machines. Mais sur 3 mois, je te laisse imaginer, on a pris l'avion, on l'a pris une fois, 2, 3, et après, je pense que dans les musées, je pense qu'il a dû passer une bonne dizaine de fois sous les rayons X, clairement. J'ai jamais rien eu. Enfin, après, la qualité t'as aussi la qualité d'image que tu vois à la fin. Bon, après, clairement, c'était un compact jetable, tu vois, je me dis, bon, bah voilà, c'est normal que ça soit pourrave. Mais j'ai pas eu de traits, pas eu de gros voiles, etc. Enfin, les images que j'ai récupérées étaient à peu près normales. Enfin, tu vois, Après, j'ai pas l'habitude de shooter avec des compacts, mais t'avais quand même le grain qui était assez important sur certaines images. Mais c'est parce que lui, il fait automatiquement sa mesure, sa vitesse et tout, et des fois, les images sont un peu sous-exposées, donc du coup, le grain, il ressort un peu. Mais non, sinon, j'ai pas eu de soucis, quoi. Et c'est pour ça que quand le truc, il est passé en Italie, j'ai juste un mauvais pressentiment de me dire « Ah, j'aime pas trop quand même, tu vois ?» Mais je suis reparti en me disant bon c'est pas grave, ils sont passés, mais en vrai, tu vois, j'étais à milieu de me dire que ça avait marqué les négatifs quoi. J'ai pas vu les négas en eux-mêmes, parce que les négas ils peuvent être... j'ai mis une bonne demi-heure à m'en mettre quand même. J'étais au boulot quand j'ai appris ça, j'ai arrêté tout, j'étais là, c'est de la merde. C'était pas tellement financièrement, parce que voilà, ok, bon, ça fait quand même 380 € jetés par la fenêtre, parce que... Si tous tes films sont marqués, clairement, c'est le prix que ça m'a coûté avec le développement plus l'achat des films. Donc oui, ça aurait fait chier. Ça aurait fait chier. Mais voilà, c'était pas l'aspect financier, c'était l'aspect que j'étais allé en vacances aussi quasiment pour ça, et que c'était clairement
enfin pas ma valeur ajoutée au voyage, mais presque quoi. C'était ça qui m'avait motivé. Alors après voilà, j'avais été visiter des trucs, personnellement je m'étais cultivé, j'avais été voir des choses que j'avais jamais vues dans ma vie, donc voilà, j'étais content d'avoir voyagé. Mais il manquait un gros morceau du voyage quoi, tu vois, mes photos c'était quelque chose de très très important donc... Je t'ai pas demandé si tu fais plus de couleurs que de noir et blanc ou... Alors en ce moment ouais, plus de couleurs, ouais. Clairement plus de couleurs. Sinon tu fais les deux. Oui, je fais les deux. Après le seule différence c'est que la couleur je l'envoie au labo. Parce que je veux une constance de résultat et puis même en fait je me prends moins la tête. Parce que le développer chez soi c'est cool, c'est quand même plus contraignant que le noir et blanc, faut pas se le cacher. C'est faisable mais c'est plus contraignant. Et en termes de constance de rendu, t'es pas sûr d'avoir tout à fait tout le temps la même chose. Ouais. Si t'es assez précis dans tes températures, t'as des négatifs qui ont des teintes correctes et y a pas de souci. Par contre c'est dès que tu scannes, là ça dépend vraiment de ton scan, si tu utilises des scripts derrière, comment tu corriges ton image et tout. Et ça, seul en labo et une relation labo-photographe peut te permettre d'avoir un truc qui correspond vraiment à ce que tu veux. Sûr. C'est quoi ta pellicule préférée? Enfin, si t'en as plusieurs, tu peux dire plusieurs. J'utilise, alors je sais pas si c'est ma préférée, mais j'utilise beaucoup la Portra 400 par habitude parce que c'est un film qui me plaît bien. J'aime bien. En fait, j'aime bien aussi j'aime bien tester des films, mais je suis pas un serial tester quoi. Tu vois, je suis pas à me dire tiens une semaine je vais shooter à la HP5 puis le lendemain je vais shooter à la Lomo 800 ou à la Cinestill 800, tu vois, il y a plein de pellicules qui sont sur le marché depuis un moment et qu'en fait j'ai absolument pas pris le temps de tester quoi. Mais en fait j'ai aussi un problème avec les pellicules, finalement effectivement chaque pellicule a son rendu propre, mais tu vois pour l'instant je suis pas capable de différencier de la Fuji de la Portra. Parce que, alors peut-être sous tirage agrandisseur oui, mais en numérique en tout cas, quand t'as le scan qui se fait, en fait tu peux interpréter ton... Moi mes Fuji je les interprète quasi de la même manière que mes Portra en fait. Donc tu vois, certains films je suis incapable de dire la différence. Je sais que théoriquement ça tire plus vers le vert et que la Portra tire plus vers le jaune, mais en vrai dans les images c'est très compliqué d'affirmer ça, tu vois. En fait il y a que le fabricant qui peut te dire normalement ça tire plus là ou les teintes sont plus comme ci comme ça, tu vois. Donc c'est des choses que tu sais, mais c'est des choses que je peux pas vraiment revérifier quoi, tu vois. Donc, par contre j'ai testé un film il y a pas longtemps qui m'a vraiment plu, c'est la Lomo 800. La Lomo 800 elle est vraiment terrible, et elle existe en 35 mm et en 120. J'étais assez bluffé Moi je cherche toujours à avoir des rendus qui sont très neutres et vraiment proches de la réalité. J'aime pas trop déformer entre guillemets, tu vois, avec des teintes qui sont complètement loufoques. J'aime bien justement tout le travail que j'essaie de faire. Ouais, des trucs comme ça, je suis pas très fan quoi. Même le rendu me plaît pas plus que ça et ça m'éclate pas en fait de les tester plus que ça. Moi ce qui m'intéresse vraiment, tu vois, c'est plutôt d'aller dans le dur et de bosser sur la colorimétrie, d'aller sur Lightroom et d'essayer de me dire bon ok, mon image je sais que je veux qu'elle soit neutre. Déjà faire le premier boulot de se dire est-ce que c'est trop jaune, est-ce que c'est trop bleu, est-ce que c'est trop vert ou est-ce que c'est trop magenta. Déjà de faire ce taf là c'est déjà du boulot parce que si ton œil est pas éduqué en fait, et même moi avec un œil un peu éduqué, il y a des fois où je repasse sur des photos, je me dis mais t'as fait n'importe quoi là sur la retouche, clairement t'as voulu équilibrer mais en fait t'as déséquilibré plutôt qu'autre chose. Est-ce que pour faire ça par contre tu calibres ton écran? Ouais, il est calibré. Après j'ai pas un écran de fou, hein. J'ai un écran qui est à moins de 200€. Je m'étais fait conseiller par Arnaud Frisch. Le mec quand tu tapes gestion des couleurs, il a un site de fou furieux et franchement il propose des écrans qui sont vraiment top. Après à mon niveau photographique, de coloriste entre guillemets, je vois pas la différence. Je pense que tu me mettrais un écran qui est 400€ plus cher, je pense pas que je détermine la différence. D'accord. Par contre j'arrive à sentir, tu vois, c'est marrant parce qu'au début quand je faisais de la photo même numérique, tu vois, j'avais beaucoup plus de latitude de réglage, de précision de réglage, mais je ne faisais absolument... ça sortait par là, ça sortait par là et ça ressortait par là. mais voilà, je faisais absolument pas gaffe, et si tu veux, la moindre nuance, je la voyais pas. Alors que là, je bouge littéralement, je bouge de +1 ou -1 sur un curseur, je suis capable de le voir, ça change tout pour moi. Et ça, tu peux l'acquérir que à force de... Ouais, bien sûr. À force de pratique, d'avoir des centaines et des centaines d'images. Et juste l'exercice de se dire je veux neutraliser déjà toutes les teintes, celui-là déjà il est bien coton. C'est sûr. D'arriver à avoir les teintes que tu veux, etc. D'arriver déjà à quelque chose de neutre et après partir sur cette base-là pour retravailler et éventuellement changer une teinte de peau, faire des trucs comme ça, t'as déjà du taf. Enfin, clairement c'est déjà un gros morceau. On n'a toujours pas répondu à la question. Mais on n'a toujours pas répondu à la question, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est rigolo, hein. Non, je t'ai un petit peu plus... Si, je t'ai plus ou moins répondu en disant quand même que ça dépendait de la durée et de la manière dont je voyageais. Tu vois, typiquement, je reviens sur mon week-end à Londres de mars dernier. Je suis allé juste avec un boîtier parce que je savais que de toute façon j'allais passer un week-end.
que j'allais pas ramener valise, machin, etc. Donc j'allais voyager très compact, machin. On avait quand même un Airbnb, parce qu'on avait voyagé en famille, mais on avait quand même un Airbnb, donc si tu veux, j'ai déchargé mon sac une fois que je suis arrivé à l'Airbnb. Mais après, j'ai rechargé le matos photo, mais j'avais pas non plus... j'avais pas 15 boîtiers, j'ai fait tout avec celui-là. Et de mémoire, j'avais pas le 45. J'avais que le 80 et un dos, et ça a suffi en fait. Je me suis pas plus pris la tête que ça. T'as pas été frustré par exemple en voyant des images, il y a beaucoup de photographes qui disent bah moi je le vois là, je vois le cadrage de tel objectif ou je vois le cadrage de tel appareil. T'as pas eu de frustration comme ça pendant ton voyage en te disant ah merde putain si j'avais pris tel... Non, tu vois, en fait en Italie que j'ai fait il y a un mois, j'avais pris quand même le 45 et un deuxième dos. Le deuxième dos je m'en suis absolument pas occupé. Enfin il m'a absolument pas été utile. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à l'occasion de ce voyage que clairement les dos c'était fait pour du professionnel et pour avoir du besoin de shoot important. Et en fait, le seul intérêt que j'avais trouvé au dos c'était de me dire ah, si je veux faire du noir et blanc et pas de la couleur, je mettrais du noir et blanc, tu vois. C'est pas bête. Tu vois, bah, c'est une des utilisations du dos. Mais en vrai, en fait, je me voyais pas charger le noir et blanc parce qu'en fait, je réfléchis pas les images pareilles en noir et blanc et en couleur. Parce que du coup, en couleur, moi c'est le cadrage dans les deux cas qui va primer, mais ça va être plutôt la couleur que ma scène va donner qui va me permettre de déterminer si j'utilise ou pas et si je shoot. Alors que le noir et blanc, c'est pas du tout la couleur, c'est vraiment les contrastes, l'exposition que je vais pouvoir avoir. Je réfléchis pas de la même manière. Vu que je suis parti en Italie avec quand même 15 Portra 400, je me suis dit bah en fait non, je vais tout faire. En fait, j'ai tout fait à la Portra 400. Et tout ce qui est en noir et blanc, j'ai laissé tomber. J'ai même pas fait en fait. Okay. Donc, mais parce que voilà, j'avais pas envie de changer de film et je voulais avoir aussi une consistance, une cohérence de rendu dans tout le reportage que j'allais faire. Et je pense que j'y suis arrivé. Au final, ouais, c'est vraiment, enfin, c'est cohérent comme je le voulais, tu vois. Et j'aurais fait toute une série en noir et blanc. Je dis pas que les photos auraient été mauvaises, mais tu vois, j'aurais eu du mal à les incruster en fait dans une série. Tu vois, si je veux faire un livre, je vais tout mettre en couleur en fait, j'ai pas envie de faire du noir et blanc. T'as déjà fait des éditions ou c'est que tu y songes? Alors ouais, l'Italie, avant de partir, je m'étais dit que je ferais un bouquin. Et peut-être potentiellement même le vendre, tu vois, faire un bouquin et dire bah si vous voulez l'acheter, c'est temps, et puis moi je vous l'envoie et tout. Ça je me fais une petite marge dessus, puis ça me permet de vendre des trucs. Tu vois, bah typiquement c'est un peu ce que fait Baptiste. Ouais. Quand il vend ses in-photos, moi je trouve l'idée géniale. Comme la box. Ouais, comme la box, ouais, il a franchement eu des... Il a franchement des bonnes idées, ouais, non, franchement des bonnes idées. Et moi, l'aspect d'usine, autant en box argentique, non, parce que tu vois, je suis pas. Alors, j'ai participé plusieurs fois. Le côté vraiment tester des films, tu vois, j'aime bien le faire de temps en temps. Tu vois, j'aime pas régulièrement, et tu vois, animer un truc comme ça, moi, enfin, pas plus que ça. Par contre, il fait un truc qui est vachement bien, c'est avec Box Argentique, il fait une bibliothèque de films et tout, et ça lui permet d'avoir une base de données, et c'est hyper intéressant. Mais moi, à titre très personnel, c'est pas ce qui m'éclate. Par contre, effectivement, le fait qu'ils se disent, bah tiens, je vais mettre en avant de temps en temps mon boulot, en faisant des séries, en faisant des zines, etc., bah, clairement, enfin, je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on fait de la photo, et il y a un moment, tout photographe a besoin d'exprimer des trucs, pas forcément parce que c'est un artiste machin, mais juste même un photographe de paysage a envie de montrer ses photos à un moment, et sans forcément un propos derrière, tu vois, tu n'es pas obligé de dénoncer un truc ou d'avoir un thème particulier, tu peux juste faire une revue de toutes tes photos de toute façon, paysage. La photographie en soi, elle est faite pour être partagée, elle est pas faite pour être gardée pour soi. C'est ça. Ah oui, si ça meurt dans un disque dur, ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, j'avais bien aimé son concept, et du coup, je pense que je vais reprendre un peu peut-être pas faire des zines, mais je sais pas encore ce que je vais faire, mais peut-être un bouquin, tu vois, une vingtaine de pages, mais un truc un peu propre, avec une belle couverture et tout, peut-être, je sais pas. Après, Tu pourras dire sur ta chaîne que tu annonces un truc super secret, tu peux aller voir l'interview. Exactement. Argentique. Exactement. Mais ouais, non, j'ai pas encore décidé, c'est pour ça, enfin, j'en parle là dans l'interview. Oui, non, mais y a pas de... Pour l'instant, je sais pas encore, je sais pas par quel fournisseur je vais passer. Est-ce que je réfléchis en me disant, bon, faut que je le fasse quand même économiquement viable et pas faire un truc à 50 balles que personne va acheter. Enfin, tu vois, peut-être faire deux versions, tu vois, faire une version pour moi, vraiment avec un beau livre photo, et une version un peu plus de poche, tu vois, avec un plus petit format, une qualité peut-être un peu moindre sur les photos, mais quelque chose qui peut se vendre un peu plus facilement. Pour vraiment terminer ma réponse sur quand je voyage, plus ça va, plus je fais de voyage, plus en fait je me rends compte que j'aime bien me ramener avec un boîtier et une optique, et pas avoir 15 000. Le seul truc que j'ai pris quand même en Italie, c'était un backup, c'était un petit compact, qui de toute façon ne me prendrait pas de place et qui ferait des photos, tu vois, quand même sans que je me prenne trop la tête. Mais c'était vraiment au cas où lui il lâche en fait. Ouais.
Parce que bon, t'es jamais à l'abri, Oui, un problème sûr, électronique, tu vas pas aller gérer ça alors que t'es en road trip en Italie, enfin tu peux pas. Et du coup je m'étais dit bah voilà il va me servir, ça va être un truc pour pallier ma frustration si jamais lui il lâche quoi. Mais bon finalement ça s'est pas arrivé et au final j'ai fait 2 péloches avec, tu vois. Mais bon le rendu est pas. C'était un appareil que je testais en plus. Donc ouais le rendu est cool mais c'est pas. Voilà, en termes de piqué par rapport à celui-là, C'était lequel déjà tu m'avais dit? C'était l'Olympus AF1. Tout est automatique en fait. Donc du coup, il chie 2-3 mesures d'expo, tu vois, le cadrage, c'est pareil, c'est un cadrage un peu plus large que ce que j'ai l'habitude de faire. Et pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, le cadrage, si c'est pas du 50, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal à composer. J'avais trop de choses dans mon cadre en fait. Ouais, du coup, j'étais un peu perturbé, je savais pas trop. Il y a des photos que je prenais sans avoir de grosses convictions. Alors que le moyen format, tu vois, le 80 équivalent 50, je le maîtrise de A à Z. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter, Monsieur Petit, pour cet instant, ce partage? C'était très agréable. J'ai passé un très bon moment. Et même moi aussi. Et voilà, j'avais envie de prendre cet air complètement. Non mais c'était cool, je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci à toi de m'avoir proposé, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de faire des interviews. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager votre expérience ou me faire des retours sur l'interview. Je vous dis à la semaine prochaine, on va arrêter un petit peu cette folie des interviews parce que ça me demande vraiment beaucoup de travail et j'ai envie aussi surtout de passer à d'autres choses sur la chaîne. Donc on va vraiment calmer beaucoup les interviews, j'en ferai beaucoup moins. Et je vous présenterai beaucoup plus de choses. Voilà, donc notamment du cyanotype qui arrivera bientôt. Et il y aura plein de petites choses aussi, des nouveaux jouets à découvrir et pas mal de choses. Si vous voulez voir un petit peu les avancées de mes travaux et des vidéos à venir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, sur ma page. Et si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller mater une petite pub sur Utip ou à passer sur mon Tipeee. Ça m'aidera grandement et ça me permettra un petit peu d'avancer dans mon travail. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut! Et vu que j'oublie toujours de vous dire des choses, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Nicolas Petit. Avec lui, je pars juste après cette interview. On est parti au parc de Paris faire des photos ensemble. Donc voilà, si vous voulez voir cet épisode-là, ce petit vlog, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui s'affichera quelque part, par là. Allez, salut! Oula, mais il y a 3 caméras là. Ouais, mais c'est au cas où on se plante, tu vois. C'est juste impressionnant, t'inquiète pas. Oh. Moi je m'attendais petit truc. Non, je rigole. Moi, j'avoue, je m'attendais à 2 caméras, mais alors 3 là, je suis subjugué là. Sérieux? Vous voyez, j'accueille super bien mes invités. Je vois que tu t'es blessé chez... Ouais, j'avais 2 pansements à m'acheter. En faisant les travaux. Ah ouais, pas mal quand même. Et c'est non, des ampoules, non? Ah non, c'est une coupure, ça a arraché la partie superficielle de la peau. Sympa. Ouais, et je me suis fait ça au Brico Dépôt. En fait, on n'a même pas commencé les travaux. Bah en fait, c'est soit... On me voit assez, hein. Vide, je sais pas. Au pire, je m'arrangerai. On me voit assez, je préfère que tu prennes que Nico. Oui, mais en fait, je risque de te voir un petit peu, soit ton épaule, soit etc. Bon, et ben écoute... j'étais forcément dans le cadrage, Jacques. Puis-je attaquer? Bah, je l'aurais bien décalé encore un petit peu à gauche. Vas-y, décale-toi. Ah, ok. Ouais, je suis désolée. Beaucoup ou pas beaucoup? Un petit peu. Fais ce que tu sens, je te donne encore un peu du coup. Encore un peu plus proche du gâteau. Parfait. Et je vais juste fermer le placard. Ah, c'est con, j'avais chauffé cette place-là. Ah. Oh là là. Ah, bah oui. Oui. Oh, mais c'est jouissif. Oh là là. Tu peux filmer encore si tu veux, moi, y a pas de problème. Hors caméra, sur caméra, y a pas de problème. Je veux pas de... Il est beau. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Je pourrais passer 1 heure. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai vendu mon parc numérique? Ah bah oui, clairement. Mais c'est tellement beau. Ouais. Mais attends, t'as pas vu Pablo encore. Tu veux qu'on l'emmène? T'as envie d'en faire 2 avec? Arrête.